Marcel Serrier, fille de Georges Serrier et de Thérèse Courtois, avec un frère, Roger Serrier. Je suis née le 19 septembre 1943 à Oradour-sur-Glane, dans la maison au nord du bourg, la seule maison avec le hangar qui n'a pas brûlé. Le 16 juin dernier, une semaine après les commémorations des 80 ans du massacre d'Oradour-sur-Glane, toute la famille s'est réunie autour de Marcel Chauviré pour lui permettre de se recueillir au village martyr. Pour la toute première fois, elle accepte de partager son histoire. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé le 10 juin 1944 ? Le 10 juin 1944, c'est Oradour-sur-Glane. Mais mon histoire, elle commence la veille, le 9 juin, où mes parents étaient en vacances à Bellac, chez mon grand-père, le père de mon papa, près de la chapelle des Pénitents. Et ça faisait 8 jours qu'ils étaient là, et mon père est allé faire les courses, chercher le pain le matin, et il a entendu parler que les Allemands étaient passés à Tulle et avaient fait des pendaisons. Et quand il est rentré, il a dit à ma mère, écoute, on sera peut-être plus tranquille à Oradour parce que Bellac est sur le chemin des Allemands. Il dit, si on sera plus tranquille chez nous. Donc il a dit, on va repartir à la maison. Et en fait, comme il n'y avait plus de car, ils sont partis. Mon père avait mis mon frère sur son vélo et ma mère poussait le landau. Donc ils sont partis à pied et ils ont fait à peu près les 30 km qui séparent Bellac d'Oradour à pied. Alors il faisait 7-8 km, mon père s'arrêtait, il attendait ma mère. Quand elle arrivait, c'était ma mère qui prenait le vélo avec mon frère et mon père qui poussait le landau. Donc ils ont fait ça tout le temps du trajet. Voilà, et le lendemain matin, il faisait très beau, le samedi matin. Maman était en train de laver les petites affaires qu'elle avait ramenées de Bellac. Mon papa jouait dehors avec mon frère sur une couverture et il a commencé à voir passer des camions, des jeeps et puis des soldats qui descendaient et qui se postaient un peu partout. Donc il est vite rentré dans la maison. Il a dit à ma mère, vous fermez les volets, et moi il dit, je vais essayer de passer par derrière, de passer par le jardin et aller voir ce qui se passe au bourg. En fait, quand il est descendu, qu'il a voulu sortir par le jardin derrière, il n'a pas pu parce qu'il y avait un soldat qui était devant la porte. Et comme il y avait une baie vitrée, une petite vitre, il a vu qu'il y avait un soldat et il en a vu d'autres qui étaient dans le jardin. Donc il n'a pas pu sortir. Devant, c'était pareil, il y avait des Allemands. Donc il s'est retrouvé coincé dans la maison. Il n'a pas voulu sortir, il est resté et il est allé se cacher dans le grenier. Et donc, cela, il était à peu près 2h, 2h30, tout ça. Et jusqu'à 4h, ils sont restés fermés dans la maison. Et vers 4h, les Allemands, mes parents ne savaient pas ce qui se passait dans le bourg. Les Allemands sont arrivés dans la maison. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé ma mère et Madame Le Boutet. Elles nous ont pris dans leurs bras, ma mère m'a pris dans ses bras, Madame Le Boutet a pris Roger. Et les Allemands ont continué à monter dans l'étage. Ils ont trouvé mon père dans le grenier. Ils l'ont fait descendre avec un revolver sur la tempe et une mitraillette dans le dos.
Donc il est descendu, il a retrouvé ma mère et madame Lebouté qui voulaient pas partir avant que mon père soit sorti. Et c'est là qu'ils sont partis vers le bourg. Et que cet Allemand leur a fait signe non, de ne pas aller vers l'église, de ne pas aller vers le centre du bourg. C'est à peu près par là, alors que mes parents descendaient vers l'église et vers le village, qu'il y a un Allemand qui s'est mis en travers de la route, là, qui a écarté les bras, qui leur a fait long, et fait comme ça. Mes parents, ils n'ont pas compris sur le coup, puis il leur a refait comme ça. Alors mes parents sont partis par là, et c'est comme ça qu'on a rejoint les bois, et qu'on a vécu pendant 10 jours dans les bois. Et moi, j'avais 9 mois. Et mon frère, 3 ans. Votre grand-père, il avait 3 ans. Ce jour-là, ce soldat allemand, ou un jeune malgré nous, a évité à notre famille de connaître le même sort que les 643 personnes assassinées par la barbarie nazie. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien ensuite, mon père nous a fait aller, très profondément dans la forêt. Il connaissait bien parce qu'il allait souvent chercher des champignons. Et ils ont attendu la nuit. Et moi, il fallait que j'avais 9 mois, donc il fallait pas que je pleure. Donc on m'a donné de l'eau. Mon père allait chercher un peu d'eau dans la rivière pour me donner à boire. Ma mère me donnait le sein qui n'avait pas de lait, bien entendu. Mais il fallait pas que je pleure. Donc ils essayaient par tous les moyens de m'empêcher de pleurer. Et puis, quand la nuit est tombée, mon père s'est approché de l'oreille de la forêt, parce qu'il savait qu'il y avait une ferme pas très loin. Il a dit à ma mère, vous ne bougez pas, je vais essayer d'aller récupérer du lait pour les enfants. Il s'est approché donc du bord de la forêt, et là il a entendu parler. Il a eu très peur au départ. Oui, j'ai oublié de te dire qu'entre-temps, il entendait les camions qui passaient sur la route, les motos, parce qu'en fait, on était recherchés, parce qu'il ne voulait pas de témoins, donc on était recherchés, il le savait, il avait bien compris, mon père. Et donc, quand il a entendu parler, il a bien écouté ce qu'il se disait, et là, il a entendu Monsieur Lebouté, son chef, en fait, qui revenait, qui avait essayé de rentrer à Oradour et qui n'avait pas pu rentrer à Oradour. Ils avaient été empêchés avant. Et ils ont su par des gens que toutes les femmes et les enfants avaient été brûlés dans l'église et que les hommes avaient été mitraillés dans les garages. Et donc Monsieur Lebouté, il disait aux gens de la ferme qui l'avaient accompagné, il disait, mon Dieu, mais que sont devenus Georges, que sont devenus les enfants et ma femme et Thérèse et les enfants, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et papa qui avait voulu s'approcher de la ferme pour essayer d'aller chercher du lait pour moi, il les a entendus parler. Et quand il a entendu Monsieur Lebouté, il a crié, ne tirez pas, c'est Georges. Donc lui, tout de suite, il a compris que c'était papa. Et ils l'ont emmené à la ferme. Enfin, ils l'ont pas emmené à la ferme, ils lui ont demandé ce qui s'était passé, où on était. Et les gens de la ferme lui ont dit, retourne avec ta femme et tes gosses, et nous, on va t'apporter à manger, on va t'apporter ce qu'il faut, par derrière la forêt. Reste là-bas, on arrive. Et c'était comme ça la nuit qu'ils venaient nous apporter à manger, apporter du lait, surtout pour moi qui avait 9 mois. Parce que maman, elle avait beau me donner le sein, mais il n'y avait pas grand-chose qui sortait. Et c'est comme ça qu'ils ont vécu pendant quelques jours, quoi. Et après, ils changeaient d'endroit.
Monsieur Le Boutet les faisait changer d'endroit pour pas que les gens sachent parce qu'il y avait des gens qui commençaient à se douter parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait des choses. Donc il les faisait changer d'endroit dans diverses forêts et divers endroits. Et c'est comme ça qu'un jour, mon père, on était dans une petite cabane de berger au milieu d'un champ. C'est là qu'on dormait la nuit et le jour on revenait dans la forêt. Et un matin, donc, mon père était en train de se raser à la sortie de cette cabane de berger. Et dans la glace qu'on lui avait donnée, il aperçoit 2 hommes qui arrivent au fond du pré. Et là, il a commencé à avoir peur, il a commencé à ranger toutes ses affaires, et les messieurs, ils ont vu son réflexe. Et ils lui ont crié: n'ayez pas peur, on sait qui vous êtes, on vient pour vous aider. En fait, c'était 2 personnes de la préfecture de Limoges qui venaient pour dire qu'ils savaient qu'on était rescapés d'Oradour et qu'ils nous avaient trouvé un appartement à Javerda en attendant de régulariser notre vie. Après ce drame, toute la famille a dû se reconstruire en portant ce lourd fardeau sur ses épaules. Du coup, toi, tu avais 9 mois, ton grand frère Roger avait 3 ans quand c'est arrivé. Oui. À quel moment tu as compris que tu avais été rescapé d'Oradour? Alors, je l'ai appris à 6 ans. La première année où je suis allée à l'école. Parce que le 10 juin, la maîtresse nous a dit, on sortait vers midi de l'école, et à 11h30, la maîtresse nous a raconté une histoire. L'histoire d'Oradour-sur-Glane. Il y avait eu un massacre à Oradour-sur-Glane, que les femmes et les enfants avaient été tués dans l'église, que les messieurs, les papas avaient été tués dans les granges. Et elle demandait si chacun pouvait pas donner une petite pièce pour aider tous les gens, les quelques personnes qui étaient rescapées et qui étaient dans la misère. Est-ce vous pouvez donner une petite pièce pour ces gens-là? Et moi, je suis arrivée toute contente à la maison en disant: maman, tu sais ce que la maîtresse nous a raconté? Elle nous a dit qu'à Oradour, et est-ce que tu pourras me donner une pièce? Et là, maman m'a dit: écoute, tu sais, on va parler de ça quand papa va rentrer du travail. On va en parler avec papa. Et c'est là que mes parents m'ont dit. C'est là que je l'ai appris. Mais mes parents n'ont pas voulu que je parte sans la petite pièce et ils m'ont donné une pièce pour que je donne à la quête. Voilà. Voilà comment je l'ai appris. Parce que mes parents n'en parlaient pas. Et mon frère le savait depuis 2 ans, puisqu'il avait eu la même chose à l'école. Mais mon frère était un enfant prématuré, qui était très sage, très maladif, et qui donc ne s'exprimait pas comme moi, qui était genre garçon manqué. Est-ce que tu as le souvenir de la petite fille de 6 ans qui à l'époque apprend ça? Est-ce que tu te rappelles de... Oui. Est-ce que tu peux nous raconter? Mais je ne comprenais pas. J'ai eu du mal à comprendre. J'ai eu du mal à comprendre. Et je crois que c'est le premier jour où je me suis demandé pourquoi moi je ne suis pas morte et que les autres ils sont morts. Parce que ça c'est quelque chose que je me suis posé toute ma vie. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi eux et pas nous? À cette époque, il y a un moment qui a marqué ton papa. Est-ce que tu peux nous raconter avec la Croix-Rouge? Oui. Alors déjà, il y a eu mon papa, il allait déjà
il était inscrit à l'association des familles martyrs d'Oradour-sur-Glane, bien entendu, quand il a pu le faire. Et déjà, c'était très difficile pour lui d'expliquer devant les familles qui avaient perdu les leurs que lui, il avait été soigné, il avait été sauvé par un Allemand. Imagine le choc que ça pouvait être. Et puis, un autre jour, il est allé, on lui avait donné des papiers pour qu'il aille au secours populaire, non pas au secours populaire, à la Croix-Rouge, pour chercher des vêtements pour sa femme et pour ses enfants, et puis aussi voir s'il y avait des meubles. Quoi qu'il avait déjà récupéré des lits et des choses comme ça, mais ce jour-là, c'était pour aller chercher des vêtements. Et quand mon père a donné le papier, le mec, il l'a regardé droit dans les yeux et il lui dit « Bah dis donc, faut croire que ta femme, elle soit vachement belle, que ce soit une belle femme que t'es pour que les Boches les épargner et tes gosses aussi. » Et là, papa, heureusement qu'il y avait monsieur Le Boutet avec lui, qui lui a retenu le bras parce que je crois que le mec en face, tu me comprends. Et ça, il l'a jamais digéré et après, il a plus voulu du tout en parler. Il ne voulait plus du tout en parler. Ce n'est qu'à la mort de mon père, mon père est mort 13 ans après, en 57, donc ce n'est qu'après la mort de mon père que ma mère nous en a parlé, nous a tout raconté avec mon frère. Parce que mon père ne voulait plus en parler. Mon père s'était été renfermé et c'était plus du tout, ma mère m'a dit, c'est plus du tout le même homme que j'ai connu. Et donc il n'en parlait plus. On n'en parlait jamais. À la maison, on n'en parlait jamais. C'était tabou. Mais après, avec maman, c'est maman qui nous a tout raconté. Aujourd'hui, c'est ces mots à elle que tu nous transmets? Oui. Oui. Ça ne peut être que ce qu'elle m'a raconté. À 9 mois, pour moi, c'est tout ce que je te raconte, même si c'est mon histoire, c'est ce que l'on m'a raconté. Je n'ai aucun souvenir, évidemment. Voilà. Mon frère se souvient d'une petite fenêtre. Et Roger, quand il venait souvent, il se mettait d'arriver à la hauteur de la fenêtre et il parlait avec le monsieur. Et quand il est parti, il se souvenait des flammes qui sortaient de là. Et il disait à maman, le feu, monsieur Bichot, le feu, monsieur Bichot. Il s'appelait monsieur Bichot. Monsieur Bichot. Il disait, monsieur Bichot, le feu, monsieur Bichot. Roger, il en a longtemps parlé à mes parents. Et c'était de cette fenêtre-là. Quand tu as été en âge de comprendre, quand ton papa est décédé et que ta mère t'a raconté l'histoire, est-ce que toi, tu as eu envie de te rapprocher, de te réapproprier cette histoire et d'en savoir plus? Non. Tout ce que me racontait ma mère, c'était tellement irréel et puis j'avais pas l'impression de l'avoir. C'est plus tard que j'ai compris que je l'avais vraiment vécu. À cet âge-là, j'avais 14 ans. Qu'est-ce que tu veux? Oui, je savais. Oui, on en parlait. Il y avait plein de gens qui me disaient ah ma petite, vous êtes d'Oradour. Ah oui, on vous a bien connu votre papa. Bon, mais c'était quelque chose de pas naturel, mais c'était pas comme maintenant. Je ne le vivais pas comme je le vis maintenant. Comment tu le vis aujourd'hui? Très mal. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Et puis je suis toute seule. Mes parents sont partis, mon frère est parti. Heureusement que je vous ai, vous, toute ma famille. Mais c'est une vie, c'est toute ma vie qui a été gâchée. Pas gâchée parce que j'ai eu une très belle vie avec ton père, avec ton grand-père, j'ai eu une très belle vie, mais
il y a toujours cette question, pourquoi tous ces gens sont morts et pas nous? On était comme les autres, on aurait... Et bon, tu crois pas en Dieu, mais moi j'y crois, tu le sais. On va pas revenir là-dessus, mais moi c'est c'est ce qui m'a tenu, tu vois. Et maman, quand elle a été à Bellac, tous les ans, le 10 juin, elle montait à la chapelle de Lorette faire sa prière à pied. Tous les ans, tant qu'elle a pu le faire, elle l'a fait. Tu vois. C'est... On pose la question, pourquoi? Pourquoi je suis toute seule là? Les autres, ils sont partis. Enfin, bon, mes parents, c'est normal. Ils auraient plus de 100 ans maintenant. Mon frère, il pourrait être encore là. Il est parti lui aussi. Je suis toute seule. À vivre ça. À vivre ça. Hein. Je suis pas toute seule dans ma famille. Je suis toute seule à vivre ça. Et pourquoi j'ai pas voulu en parler? Tu vas me poser la question. Hein? Je te vois, tu vas me poser la question. Pourquoi j'ai pas voulu en parler? Pourquoi aujourd'hui surtout? Pourquoi 80 ans après? Alors nous, ta famille, on est au courant de l'histoire, mais pourquoi tu n'as jamais voulu que ça se sache avant? Tu n'as jamais été, tu as été un peu oublié des livres d'histoire entre guillemets, et nous, tes petits enfants. Non. C'est une question. Oui. Pourquoi? Posée. Pourquoi ma grand-mère n'est pas... Pourquoi elle n'est pas considérée comme une rescapée? Alors Parce pourquoi on n'est pas considéré comme rescapé? Un jour j'en ai parlé. Un jour que je suis allée à Oradour. Je me souviens plus quand. Un jour je suis allée à Oradour et je suis rentrée dans l'église. Et dans l'église, il y avait un gardien qui était là. Et j'ai essayé de parler avec lui. Je lui ai dit, mais nous, on est aussi rescapés d'Oradour-sur-Glane. Il m'a dit, non, madame, vous n'êtes pas rescapés. Les rescapés, ce sont ceux qui sont sortis des granges, les hommes qui sont sortis des granges, ou madame Bouffanche qui est sortie de l'église. Vous n'êtes pas venus dans ces lieux de supplice. C'est ce qu'il m'a voulu me dire. Vous n'êtes pas, voilà. Donc, on est, c'est pas vraiment le mot rescapé, si tu veux. Échappé, mais pas rescapé. Je l'ai compris comme ça. Et du coup, ça m'a encore plus refermé. Ça m'a encore plus refermé. Vous, mes petits-enfants, c'est pour ça, c'est pour vous que je veux le dire maintenant. Pour vous, pour que vous sachiez. Et surtout en ce moment. Pourquoi? Pourquoi? Quelle honte. Oradour-sur-Glane votant à 35% pour le Front National. Mais quelle honte. Quelle honte. Ils savent pas ce que c'est. Et on dit que ce sont des enfants de rescapés qui habitent à Oradour. Des petits-enfants ou des parents, des familles. Mais ils ont oublié pour voter Front National. Mais c'est une honte. Ça me fait mal, trop mal. Et elle a été blessée et elle a réussi à se traîner et à se cacher dans un jardin où il y avait des plants de tomates. Donc c'était assez haut. Donc elle est restée cachée dans les plants de tomates là jusqu'au lendemain à ce que les gens soient revenus. Mais elle a fait la morte parce qu'ils passaient quand même pour voir si. Donc elle a fait la morte sinon ils l'auraient achevée. Tu vois, toutes les femmes qui passaient ici avec leurs gosses. Est-ce qu'elles savaient qu'elles allaient à la mort? Comment tu as fait pour
Même si tu n'as pas de souvenir direct de cette histoire, comment tu as fait pour te construire en tant que jeune fille, jeune femme? Est-ce que tu as réussi à te construire? Oui, j'ai réussi parce que j'avais ma mère qui n'était qui n'avait jamais connu sa mère, elle non plus, puisque sa mère est morte, ma maman avait 3 jours. Elle a été élevée par les uns et par les autres dans les fermes quand son père allait travailler. Il emmenait la gamine, il la laissait à la ferme pour qu'on lui donne du lait, qu'on lui donne à manger. Et le soir, quand il repartait, il prenait sa gamine, il avait un bout de pain, mais il n'avait pas de salaire. On avait nourri sa fille et lui, on l'avait nourri. Donc, elle a eu une vie très très dure et à 5-6 ans, elle gardait les moutons, elle allait arracher des betteraves l'hiver. Elle a eu une vie très dure. Donc, elle m'a beaucoup aidée après, quand j'ai été jeune, à être une vraie fille et pas avec des conditions très dures. On rigolait pas à la maison. Hein. Quand ton grand-père voulait m'emmener au cinéma, il était obligé de demander l'autorisation à ma mère pour m'emmener au cinéma. Tu vois un peu l'éducation. Hein. Et quand il lui a demandé ma main et qu'il lui a demandé s'il pouvait m'emmener à Paris, elle lui a dit oui, mais à condition qu'elle ait la bague au doigt. Tu vois, elle rigolait pas, mais non, elle m'a beaucoup, j'ai eu une maman très, très forte et il a fallu qu'elle soit forte parce que après Oradour, perdre son mari et 2 gosses, elle a été vraiment formidable. Ton frère, Roger, est-ce qu'il a réussi, lui, à se construire? Non. Est-ce que tu penses que cet Mon frère, épisode, il a été, lui, c'était une obsession. Et toute sa vie, il en a été marqué et oui, autant moi j'ai réussi à vivre avec ça, lui pas. Il aurait voulu que ce soit reconnu. Et bon, les parents voulaient pas. Longtemps, nous, ses enfants, petits-enfants, neveux et petits-neveux avons vécu cet oubli comme une injustice. Probablement plus qu'elle d'ailleurs. Nous aurions aimé qu'elle soit elle aussi reconnue comme victime de ce drame pour pouvoir porter la voix des 643 personnes dont la vie a été cruellement arrachée ce jour-là. Ce témoignage est une manière de mettre fin à ce long silence. Qu'est-ce que ça fait que toute ta famille aille à Oradour pour ses 80 ans à une semaine près, du coup, avec toi? Ah mais c'est formidable. C'est quelque chose qui me fait un bien infini. C'est la plus belle victoire qu'on peut faire contre le nazisme. C'est être ensemble contre eux. Plus jamais ça. Plus jamais, jamais ça. Même si je les te rends compte, tous ces gens. Si mes parents avaient eu des enfants tout de suite après être mariés, puisqu'ils se sont mariés en 33, s'ils avaient eu des enfants tout de suite après être mariés, mon frère et moi, on aurait été à l'école. On serait morts. Et la vie a voulu que mon père parte en Syrie faire un service militaire ou je sais pas quoi. Il avait été rappelé. Il a fait 5 ans en Syrie, pardon. Et quand il est revenu, 1 an après, mon frère est né. Et donc, il avait 3 ans en 44.
et moi j'avais 9 mois. Mais si il n'y avait pas eu ça, tu vois, c'est quand même pourquoi la vie, elle a voulu que mon père s'en aille et qu'on naisse qu'à ce moment-là. Et il y a quand même des choses qui font qu'on est obligé de se poser. Il y a des questions que je suis obligée de me poser. Et quand je dors pas la nuit comme cette nuit-là, eh ben ça travaille. C'est ça, surtout en ce moment. Mais je suis très contente qu'on y aille tous ensemble, tous mes petits-enfants, toute ma famille. Ouais, ton père, il sera pas là. Tant pis, on se passera de lui, on le connaît. Hein, mais vous serez tous là autour de moi et ça, ce sera la plus belle victoire. La plus belle victoire sur le nazisme. Tu vois, je vais te dire, je ne peux pas entendre le mot allemand. Ça me révolte quand j'entends ce mot-là. C'est plus fort que moi, c'est dans mon être. Pourtant, est-ce que je peux en vouloir à tous ces petits jeunes de votre âge ? Je ne peux pas. Imagine qu'un jour tu me présentes une jeune fille allemande. Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Je veux pas te voir, je veux pas de toi. Mais non, elle y est pour rien. Elle n'est pas responsable de ce que ses parents ou ses grands-parents ont fait. Donc elle sera la bienvenue. Mais pour moi, le mot allemand, c'est dans mon cœur, c'est non. Et pourtant, je n'ai pas le droit de les mépriser, ces gens-là, ces jeunes de maintenant. Ces jeunes de maintenant, je n'ai pas le droit de les mépriser. Par contre, j'ai le droit de mépriser Marine Le Pen qui va voir les SS encore, hein, et les nasillards qui sont encore en Allemagne. Ça, j'ai le droit de le dire. Marquée au fer rouge par ce drame, ma grand-mère n'a pas laissé la rancœur lui empoisonner la vie. Elle a fait un choix, celui de l'amour, quand d'autres se tournent vers la haine de l'autre. Cet amour, elle l'a diffusé tout au long de son existence, et continue, encore aujourd'hui, de le faire. Tu l'as dit, tu t'es toute ta vie posé la question de savoir pourquoi pas nous. Est-ce que ça se traduit par une forme de culpabilité? La culpabilité du survivant presque. Oui. Oui. C'est un genre de culpabilité parce que j'ai vécu ma vie que d'autres auraient. Ce petit bébé de quelques mois qui venait de naître, qu'est-ce qu'il avait demandé de plus que moi? Rien. Pourquoi il est mort? Il y avait Monsieur Mâchefer. C'était un monsieur qui était cordonnier. J'ai une lettre parce que j'ai correspondu un peu avec lui. Ce monsieur-là, il se souvenait parfaitement de nous. Et quand ma mère allait, il avait un petit garçon qui avait 1 an de plus que moi. Il s'appelait Aimé. Et quand ma mère allait porter les chaussures de mon père à réparer, ce monsieur, il disait: «Ah, cette petite-là, c'est ma petite Bru. Quand elle sera, on les mariera tous les deux, mon fils et puis cette petite.» Oui, mais lui, il est mort. Et moi, je suis là. Et Monsieur Mâchefer, il était dans une grange, il a été blessé. Il s'en est sorti. Mais j'ai eu la chance de pouvoir correspondre avec lui. Et j'aurais dû aller le voir, mais les circonstances ont fait qu'il est mort avant que j'ai pu aller le voir. Est-ce que tu as des regrets autour des tabous qui ont entouré cette histoire? Est-ce que tu aurais aimé pouvoir en parler? Est-ce que tu aurais
aimé changer quelque chose dans la suite de cette triste histoire? Non. Non. Quand j'ai voulu en parler, j'en ai parlé avec des gens qui m'ont écouté. Quand les gens ne me croyaient pas, j'arrêtais. Je ne cherchais pas à discuter. Par contre, j'ai des gens qui m'ont aidé, comme la dame qui m'a reçue à l'EDF le jour où j'ai fait ma demande. Et quand elle a vu que j'étais née au Oradour-sur-Glane et qu'elle m'a posé les questions et que je lui ai répondu, j'ai vu dans son regard, elle s'est mise à pleurer d'ailleurs. Eh bien, c'est grâce à elle, c'est grâce à cette dame si j'ai pu rentrer à l'EDF et faire toute ma carrière à l'EDF. Parce qu'elle, elle savait. Parce qu'elle l'avait vécu de loin, mais elle l'avait vécu. Il y en a d'autres qui prenaient ça pour de la rigolade, qui disaient, ouais, tu dis ça, c'est pour te faire voir parce que t'es né là-bas, mais si tu y avais été, tu serais mort, tu serais comme les autres. Bon, à ce moment-là, tu arrêtes de parler, tu te dis, c'est bon, on ferme sa gueule et c'est tout. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui aux jeunes générations? Qu'est-ce que tu veux leur dire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut leur dire, est-ce qu'ils peuvent être capables de comprendre quelque chose? Quand tu vois ce qui se passe, je me demande. Je sais pas. Vous savez. Vous, mes petits-enfants, vous savez. C'est dur, c'est très très dur de passer toute sa vie à se dire, quand je suis allée à Oradour, quand je suis au cimetière, que je suis devant ces tombeaux d'ossements, pourquoi les miens ils sont pas là? Pourtant j'étais au Oradour moi aussi. Donc il y a bien quelque chose qui a fait que ma vie n'était pas d'être tuée là-bas. Ma vie était d'être auprès de vous. Ma vie, c'est vous, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. C'est ça, ma vie. Et j'essaie d'oublier Oradour, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais c'est vous quand même qui comptez avant tout. Avant tout, c'est vous. Et tant que toi tu n'as pas oublié, Vous n'oublierez pas. Vous n'oublierez pas. et l'objectif c'est que personne n'oublie. Oui. L'objectif, c'est que personne n'oublie. Mais il y en a qui oublieront vite. C'est la mémoire, ça se perpétue. On a réalisé le rêve et là, on revient à la mémoire et puis comme ça, elle transmet le bâton. On le prend et on avance.